j'ai mené une délégation de 52 personnes, dont 12 élus venus de la France essentiellement, mais aussi des représentants de la solidarité sahraoui-japonaise. Il y avait 2 militants japonais, 2 militants de la solidarité suisse-allemande et un journaliste berlin du grand journal de gauche Die Junge Welt. Et on avait aussi un journaliste de Ouest France et un photoreporter qui venait pour la revue La Vie ouvrière de la CGT. Et autrement, c'était donc des militants engagés de différentes associations françaises comme la CAT, comme le MRAP, comme les jeunesses communistes, comme les chrétiens, comme différents de gens très très engagés et surtout des conseillers municipaux et des adjoints au maire de 3 communes, en particulier la commune d'Ivry, dont la délégation était dirigée par le maire lui-même, M. Philippe Buissou, puisque la raison pour laquelle j'ai organisé cette mission, bon, j'en organise chaque année, mais là, cette année, c'était particulièrement pour signer dans les camps le protocole d'amitié et de coopération entre les villes de Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, dans la région parisienne, avec la daïra de Mégic, dans la wilaya d'Aoussert, dans les camps dans la RASD, de la République arabe sahraoui démocratique. Donc nous avions déjà fait une signature à la mairie d'Ivry même le 25 novembre, en présence du wali de Aoussert. Et donc là, c'était la partie retour sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette délégation, j'avais réussi à mobiliser une quinzaine de citoyens ivriens, en plus des adjoints. Ce qui aura donc comme résultat probablement vraiment un déploiement de la solidarité à Ivry, de cette cause que je soutiens à Ivry depuis 2006. Donc il a quand même fallu toutes ces années-là pour arriver à la signature du protocole. Et là, j'avais rencontré depuis un an, je rencontre un par un petit peu les têtes de réseau, des responsables d'associations à Ivry, les parents d'élèves, les femmes solidaires, tous ceux qui sont un peu intéressés à la solidarité, et pour finalement les convaincre de venir ici. Et donc, à la fin, ça m'a fait une belle délégation. Et donc, voilà, je compte beaucoup sur eux pour... c'est vrai que si chaque personne parle seulement à deux autres personnes, ça va déployer. Et j'espère bien que l'année prochaine, ce sera 100 personnes que j'amènerai dans les campements. Alors, évidemment, cette délégation a été très, 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 très bien reçue par les autorités et par les citoyens de la République sahraoui démocratique, tout simplement parce qu'on est dans une conjoncture extrêmement difficile, post-Covid. Si nous, dans les pays du Nord, on a souffert du confinement, eux, ça fait 48 ans qu'ils sont confinés. Et ça a été bien pire pour eux, puisque pendant les 2 ans de confinement, eux qui vivent du flux d'argent qui arrive de la diaspora, comme il n'y a pas de banque, c'est de l'argent liquide qui arrive. Et donc, pendant 2 ans, les familles ne pouvant plus venir à cause il n'y a plus de déplacements internationaux, ils ont vécu sur eux-mêmes, et sur eux-mêmes, ils n'ont rien, puisqu'ils dépendent de l'aide internationale. Donc, ça a été terrible. Et quand on a fait cette première délégation en octobre 2021 avec des journalistes, cette mission européenne que j'ai organisée avec M. Oubi Bouchraya, on a réussi à mobiliser 7 médias nationaux français. Ça faisait 30 ans qu'aucun média français n'était venu depuis le cessez-le-feu. Eh bien, c'était comme une respiration pour les citoyens de Tindouf, de la République sahraoui, parce que non seulement ils n'avaient pas d'argent, mais en plus, ils étaient ignorés du monde, encore plus, disons. Mais comme ils ont l'habitude de faire de la prévention, en fait, ils ont très vite organisé pour limiter au maximum la contamination. Et ils ont eu tout de suite, grâce à l'Algérie, tous les vaccins possibles et imaginables. Donc, en fait, il y a eu des morts, bien sûr, mais on ne sait pas de quoi ils sont morts finalement, parce qu'il y a hélas, dans les camps de réfugiés, des maladies chroniques dues au stress du refuge depuis tant d'années, comme l'hypertension, comme le diabète, et puis aussi des cancers. Et ça, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est les maladies? On n'aura jamais de statistiques.
Eh bien, écoutez, donc mon mari fait partie d'un groupe, le groupe des prisonniers de Gdeymizik, hein, puisqu'ils ont été enlevés dans les événements qui ont eu lieu à Gdeymizik en 2010, en octobre-novembre 2010. Comme vous vous en souvenez, mais bon, ça fait déjà 13 ans, donc c'est passé dans les limbes de l'histoire. Donc, c'est le dernier événement de résistance nationale du peuple sahraoui qui a eu lieu en octobre-novembre 2010 dans la banlieue d'El Ayoun, au lieu dit Gdeymizik, justement. C'est un événement exceptionnel et fondateur, ou refondateur, puisque le roi du Maroc pensait avoir convaincu le monde que le peuple sahraoui n'existait pas. Qu'en fait, c'était des Sahraouis marocains, comme on a des Rifins marocains, comme on a des Marrakchi marocains, comme on a... Donc, les Sahraouis, c'est des Marocains. Eh bien non, 20 000 personnes se sont soulevées, et c'est énorme par rapport à la population du peuple sahraoui, pacifiquement, se sont levées pour demander leur droit à l'autodétermination et aussi d'arrêter cette discrimination, cet apartheid institutionnalisé par le Marzen du peuple sahraoui vis-à-vis du peuple marocain. Ils sont dans leur territoire, mais ils sont devenus minoritaires dans leur territoire. Ils représentent 20% de la population. Tout le reste, c'est l'armée, c'est les milices, et c'est cette population de peuplement qui, selon le droit international, c'est un crime de guerre quand on déplace une population civile dans un territoire par occupation. Donc c'est cette situation-là. Évidemment, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le droit d'exister, ils n'ont pas le droit d'exister selon leur culture, ils ne peuvent pas passer leur musique, ils ne peuvent pas donner leur prénom sahraoui aux enfants. Tous leurs droits d'expression, tous leurs droits culturels, tous les droits sont bafoués. Et donc, en 2010, petit à petit, il y a eu des tentes qui ont été montées dans la banlieue de Smara, dans plusieurs villes. Et puis, ça n'a rien donné parce que tout de suite, évidemment, les autorités envoient leurs forces de l'ordre. Et puis, finalement, ça a pris dans la banlieue d'El Ayoun et en 15 jours, des milliers de familles sont arrivées, y compris d'Espagne. Ils ont planté leur tente traditionnelle, ils ont installé un énorme camp, comme du temps où ils étaient des nomades. Et moi, je me rappelle toujours, dans la première visite que j'ai faite en février 2011 aux prisonniers, je suis tombée avec la mère d'un des prisonniers, qui me racontait que des musiques avec des étoiles dans les yeux, comme elle disait, on a retrouvé quand on était dans notre enfance, avant que les Espagnols nous aient sédentarisés pour nous compter, on a vécu là pendant un mois la liberté des hommes libres du désert. Et donc, au bout de 15 jours, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Nama, mon mari, est arrivé, parce qu'il n'est pas du tout à l'initiative de cette affaire-là. Personne n'est à l'initiative. En fait, c'était un mouvement, vous savez, comme les révolutions. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ça prend. Et bien là, ça a pris. Et donc, il s'est retrouvé le porte-parole du camp, en particulier auprès des journalistes de la presse internationale qui s'est déplacé là-bas. Bon, parce qu'il parle français, parce que voilà, il a les capacités, il a une réflexion politique, son père était un ancien disparu. Bon, c'est un vrai militant. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on lui reproche, hein, c'est bien pour ça qu'il a été enlevé. Donc finalement, ce campement pacifique s'est mis en place et les autorités marocaines ont fait un véritable siège tout autour. Ils ont fait un fossé, comme au Moyen-Âge chez nous, pour affamer l'ennemi, et donc pour empêcher les gens d'arriver et pour empêcher la nourriture d'arriver. Alors, comme c'est les gens du désert, ils savent passer par-dessus. N'empêche qu'une fois, ils ont tiré sur une voiture et il y a eu un enfant de 14 ans qui est mort. Hein, c'était le 14 octobre 2010. Donc, petit à petit, il y a eu le ministre de l'Intérieur s'est quand même déplacé 2 fois, parce que dans ces provinces du Sud, comme ils disent au Maroc, ils ont un ministre de l'Intérieur, c'est pas un wali. Et il est venu 2 fois, donc il a pris les choses très au sérieux, parce qu'en fait, ils n'avaient pas vu venir la chose. Hein, eux qui ont les forces de l'ordre partout, ils n'avaient rien vu venir. C'est d'ailleurs un petit peu rassurant, ça veut dire qu'il y a quand même parfois quelques brèches. Et il y a eu un comité de dialogue qui s'est institué à Gdeymizik,
des délégués des gens, qui ont donc négocié un certain nombre de choses, c'est-à-dire des logements, du travail, bref, tout ce dont on a besoin qui leur est interdit parce qu'ils sont sahraouis. Et le vendredi soir, ils s'étaient mis d'accord sur tout, le 5 novembre. Le 6, discours du roi. Vous savez que discours de la Marche verte, comme chaque année, où c'est toujours un discours de haine, où le roi essaye de mettre tout son peuple derrière lui, contre un ennemi commun, c'est tellement facile, et l'ennemi commun, c'est les Sahraouis, pour la récupération ou le maintien des provinces du Sud dans le Maroc, alors qu'ils n'ont jamais été marocains. Et là, il y a eu un discours de haine comme d'hab. Vous êtes avec moi, vous êtes des traîtres, vous êtes des ennemis, enfin bon, on connaît la rhétorique. Et là, ce jour-là, Nama a publié un tract appelant à l'autodétermination. Et c'est probablement ça qui a été déterminant dans son arrestation, en plus du fait que le dimanche arrivait Jean-Paul Lecoq, le député communiste français, qui avait décidé de venir soutenir, porter sa solidarité au rassemblement pacifique, en même temps d'ailleurs que Willy Meyer, le député européen, président du groupe Sahara pour la paix au Parlement européen, est arrivé à Rabat, à Casa, puisqu'on ne peut pas faire directement Paris-Laayoune, il faut passer par Casa. Et à Casa, évidemment, il a été arrêté. Et un député français arrêté par les services, et ils l'ont laissé sous un escalier toute la nuit, puisqu'ils l'ont renvoyé le lendemain. Voilà. Et pourquoi? Comme il l'explique bien, le lendemain, le mardi, donc c'était le dimanche soir, et le mardi, il y a les questions au gouvernement. Donc, évidemment, il a posé sa question. On a l'enregistrement avec la réponse de M. Kouchner, ministre de l'époque, qui partait le lendemain, et qui a répondu à la question de M. Lecoq, qu'avait donc à cacher le Marzen pour nous empêcher de descendre à Laayoune. Et Kouchner répond que c'était inadmissible qu'un député français soit expulsé par un pays ami dont on admirait auparavant le chemin vers la démocratie. Donc c'était une phrase un peu courageuse, mais après, comme il a été démissionné le lendemain, tout un courage imité. En tout cas, effectivement, donc Nama est allé à Laayoune pour l'accueillir, parce que à Gdémizik, les autorités avaient brouillé tout, ils n'avaient aucun contact avec l'extérieur. Donc moi, je sais très bien quand est-ce qu'il a été enlevé, puisque le dimanche soir à 20h, je reçois un coup de téléphone de lui, de Laayoune, où il me dit, écoute, voici mon nouveau numéro de téléphone, je suis venu là pour accueillir Jean-Paul Lecoq, même la maison de mon ami où je suis est encerclée, et donc je vais être arrêté. Et effectivement, quelques minutes après, je reçois un coup de fil du représentant du Polisario à Paris qui cherchait à joindre Nama. Je lui dis, bah tiens, je viens juste d'avoir le numéro de téléphone, et donc je lui donne. Et elle me téléphone 5 minutes après en disant, on n'a pas pu le joindre. Donc je sais exactement l'heure à laquelle il a été enlevé. Et après, il a disparu 6 jours. C'est les plus longs jours de ma vie. Et j'étais prof, et donc au bout de 3 jours, je suis allée voir mon directeur pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, vous savez, dès que j'ai une possibilité, je pars. Et en fait, il a été retrouvé le jeudi 11 novembre au tribunal d'appel de Laayoune, où il a été amené avec plein d'autres Sahraouis. Et lui, il était à torse nu en short, le corps couvert d'échymoses. Il a été aperçu de loin par son avocat, parce qu'il n'a pas eu le droit d'être approché. Et là, il a été transféré avec 6 autres à Rabat dans un avion où il a continué d'être torturé, tabassé, etc. Donc, il venait de passer 6 jours dans les caves de la DST à être torturé comme il faut. On pourrait raconter ça une autre fois. Et donc, après, donc il n'était plus disparu, il était seulement, on n'a plus de nouvelles pendant 6 semaines. Et le 7 novembre, je reçois un coup de fil de la première famille sahraoui qui a eu... Alors, on savait où il était, parce qu'on avait eu un coup de fil d'un Mauritanien qui était en prison, qui a dit « Nama Asfari est dans ma prison ». C'était l'ami d'amis, parce que les Mauritaniens et les Sahraouis sont très liés. Donc, je savais où il était. Donc, il n'était plus disparu.
Et donc, le 7 novembre, une famille sahraoui me dit, ça y est, on a l'autorisation d'aller voir, c'était Monsieur Bani. Donc je prends l'avion tout de suite avec une amie. Chaque fois, j'essaye d'avoir un témoin. Et là, il a fallu 3 jours pour obtenir l'autorisation de visite. Parce que vous savez que le Maroc, c'est un grand pays, on n'a pas besoin de visa pour aller au Maroc. On est expulsé facilement, mais on peut y aller comme on veut. Et donc j'ai passé, je ne sais pas combien de temps au tribunal militaire pour avoir l'autorisation. Et j'ai rencontré le procureur militaire, qui est un homme très bien. Je ne sais pas s'il sera encore vivant quand Nama sortira. Mais vraiment, il m'avait dit, vous savez, moi, du jour au lendemain, on les libère. Mais ce n'est pas moi qui décide. C'est un homme vraiment plein d'empathie. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un comme ça. Parce que les Marocains, ils ont des gens bien partout. Hein. Ce n'est pas le problème. Et puis, donc, on a reçu le papier. Alors, entre-temps, j'étais allée voir Monsieur Ortolan. Je me souviens de son nom, avec un nom pareil. C'était le consul de France. Un homme qui connaissait, il venait d'arriver, il ne connaissait rien à la question sahraoui. Mais il m'a bien écouté, puis il m'a dit, mais vous savez, ici, c'est la diplomatie loukoum. C'est là que j'ai entendu la première fois ce mot. Parce que lui, il était arabisant, et il venait du Proche-Orient. Il avait été en poste en Irak, ou je ne sais pas quoi. Et là, il a découvert la diplomatie française au Maroc. Et bon, voilà. On pourra en reparler de la place de la diplomatie française au Maroc. Et d'ailleurs, il n'est pas resté. Il est parti au bout de quelques mois. Il n'a pas supporté cette manière d'être. Et donc, j'ai finalement pu voir Nama 5 minutes, dans des conditions... J'ai écrit tout ça, dans des conditions... L'homme avait été, comme je disais, il est passé de l'autre côté du miroir. L'homme avait été torturé, donc je ne l'ai pas reconnu. Il n'avait pas de lunettes d'ailleurs, parce qu'on lui casse ses lunettes à chaque fois. Pendant 6 semaines, il est resté sans lunettes. Et puis il s'est approché de moi, il y avait les gardiens qui hurlaient pour nous empêcher de nous parler, en fait. Et il m'a dit, et où sont mes camarades? Alors j'ai cité tous les gens dont on savait qu'ils étaient là. Il m'a dit, bah alors, parce on ne les avait pas mis ensemble. Il m'a dit, bah, ils sont tous en prison. Bah, j'ai dit oui. Il m'a dit, bah, préviens les ONG, préviens les avocats. Et puis ça a été fini comme ça. Et voilà, donc après, je suis revenue en février, la semaine en fait du 20 février. Je suis tombée par hasard à ce moment-là. Et on a fait une manifestation devant la délégation générale des prisons. Et il nous a reçus, le grand patron, là, qui était un bourreau qui avait fait la guerre au Sahara et qui a d'ailleurs été limogé entre-temps. Il nous a reçus, toutes ces femmes extraordinaires, ces mères de prisonniers. Elles l'ont insulté avec une voix. Il les a laissées parler. Hein. Elles réclamaient quoi? Elles réclamaient qu'ils soient soignés, qu'ils aient à manger, sahraoui, qu'ils puissent avoir le Coran, et puis qu'ils soient bien traités. Il était un petit garçon devant ces femmes extraordinaires. Bon, moi, j'ai rien dit parce que je parlais pas. Ils se demandaient bien. Il y avait une jeune stagiaire marocaine qui venait de France et elle se demandait bien ce que je faisais là. Elle a appris des choses ce jour-là. Donc voilà, après, bon, ben ça, pendant 4 ans, je suis allée le voir. Et puis, un beau jour, ça a été fini puisque en octobre 2016, j'ai été expulsée pour la première fois. Tout simplement parce que, enfin, j'ai analysé après que on venait de sortir le film sur Nama, avec toute notre quête de liberté, de justice. Et puis, c'était surtout le moment où le comité contre la torture devait se prononcer sur la plainte qu'on avait déposée pour torture sur Nama. Et le Maroc essayait d'influencer les experts du CAT, du comité contre la torture, pour qu'ils ne le condamnent pas. Heureusement, les experts ne se sont pas laissés berner. Et finalement, le Maroc, pour la première fois de toute l'histoire, a été condamné par le comité contre la torture sur fait de torture sur un Sahraoui, parce qu'apparemment, les Marocains ne portent pas plainte pour torture. Ils pourraient le faire, mais pour le moment, jamais aucun Marocain ne l'a fait. Et nous, on en est à la 10e plainte. Et donc, chaque fois, il est condamné, le Maroc. Ça ne change rien, puisque de toute façon, ce sont des prisonniers politiques. Et donc, leur règlement sera politique, et en plus dans le cadre de l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc moi, j'ai aucun espoir qu'il soit jamais libéré tant qu'on ne fera pas des négociations générales sur l'autodétermination, parce que ces prisonniers de Gdémézik sont en prison
pour leur lutte contre la colonisation, pour l'autodétermination de leur peuple. Bien sûr, évidemment, c'est une justice mascarade. Donc le premier procès, on a attendu quand même 3 ans. 3 ans de préventive, c'est long, avec plusieurs grèves de la faim. Finalement, ils ont décidé que donc, ça serait en février 2013. Et donc, j'ai pu être là à la première audience. Quand on est prof, c'est pas facile, on n'a pas de congé en dehors des vacances. Donc, je suis partie 2 jours et donc, j'ai eu la chance d'entendre Nama qui a plaidé pendant 7 heures. Le juge l'a laissé parler pendant 7 heures. Ça aussi, c'est surprenant. Pourquoi lui laisser la parole pendant 7 heures où il a expliqué toute l'histoire du peuple sahraoui, son père qui avait été disparu pendant 16 ans, sa mère qui était une grande militante qui est morte d'un cancer, etc., etc. Toute sa souffrance d'enfant, de jeune qui a subi ce que subissent tous les Sahraouis. Et donc ça n'a pas duré très longtemps ce procès. C'était un procès devant le tribunal militaire, au siège des forces armées royales. Et donc, pourquoi des civils passaient devant un tribunal militaire? L'explication qu'on nous a donnée, c'était que c'était soi-disant que des militaires et des agents de la force de l'ordre marocaine avaient été tués. Alors, je rappelle qu'il n'y a jamais eu de flagrant délit, que tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a jamais eu de preuve contre eux. Nama avait été arrêté la veille. Il était déjà dans les mains de la DST. Le matin, on lui reproche d'avoir assassiné 11 personnes quand même et d'avoir entraîné les autres à les assassiner. Et c'est le premier responsable, il est considéré comme le responsable. Et le grand criminel, l'égorgeur, comme l'appelle la presse marocaine, la presse de caniveau marocaine. Et donc, ils ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité. 9 quand même à perpétuité. Et Nama a eu 30 ans. Et donc, comme c'est une instance militaire, il n'y a pas de recours. Donc, condamné définitivement. Et finalement, c'est grâce à la plainte que, voulant montrer patte blanche, ils ont cassé ce procès militaire et ils ont dit qu'il y aurait un nouveau procès en appel. Pourquoi un procès en appel? Alors qu'ils auraient dû recommencer depuis le début. Ça fait partie des n'importe quoi. Et donc, effectivement, il y a eu un procès qui a redémarré le 26 décembre 2016. Vous voyez, la date bien choisie pour les avocats français. 26 décembre, et il a duré 7 mois, et il y a eu 9 audiences, histoire de nous user, aussi bien financièrement que par le temps, parce que des avocats qui doivent se déplacer, il faut les payer, enfin, ils ne sont pas payés, ils sont bénévoles, mais il faut payer leurs frais de déplacement, leurs hôtels, etc. Et il y avait évidemment des avocats français, on avait invité les avocats sahraouis à venir à Paris, au siège de la CAT, pour savoir avec eux si ça valait le coup d'envoyer des avocats français. Parce qu'on aurait pu dire, en envoyant des avocats français, on cautionne ce procès mascarade en y allant. Alors, donc c'était important de discuter avec les avocats sahraouis. Je rappelle que ces avocats sahraouis ont fait 16 ans de disparition et qu'ils ont repris des études en rentrant. Et c'est des types incroyables, d'une connaissance du français. Ils ont écrit des poèmes pendant leur bagne qu'ils m'ont montré. Vraiment, c'est des gens incroyables. Et donc, on a eu une grande journée de travail avec les avocats français et on a décidé finalement d'y aller parce que les avocats sahraouis ne peuvent pas plaider le droit international au Maroc. Parce que quand on est dans le tribunal marocain, le président il se retourne vers le drapeau puis dit « Si vous n'êtes pas à l'ONU, vous êtes au Maroc, c'est le droit marocain qui s'applique. » On sait bien que c'est le droit international qui doit primer sur le droit national. Donc voilà comment ça se passe. Et donc nos avocats français, alors on leur a fait tous les ennuis possibles et imaginables. Il fallait qu'ils plaident en arabe, alors qu'il y a plein de procès au Maroc qui sont en français. Ils avaient donc une mauvaise traduction. Chaque fois qu'il y avait un mot qui leur plaisait pas, comme le mot torture, ils coupaient. Enfin bref, c'était vraiment pour bâillonner, quoi. Et donc du coup, il y avait quand même une avocate tunisienne, d'origine tunisienne, qui connaissait quelques mots. Alors elle avait appris les mots en arabe, comme ça, elle n'avait pas besoin de la traduction. Et donc on a dit des mots horribles dans ce tribunal, c'est-à-dire qu'on a parlé de torture, on a parlé de territoire occupé, on a parlé de puissance occupante, on a parlé de droits coutumiers selon lesquels les prisonniers auraient dû être, selon les conventions de Genève, jugés, et qu'ils auraient dû être emprisonnés dans les territoires occupés et non pas dans la puissance occupante. Donc on a tout simplement amené les conventions de Genève qui ont été signées en 1956
par le Maroc et en 2015 par le Polisario. Et je rappelle que toutes ces conventions, qui sont signées par des dizaines de pays, eh bien, ces pays-là, ils doivent obliger leurs pairs à les appliquer. Évidemment, personne n'oblige le Maroc à rien, puisque le Maroc, c'est l'exception marocaine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme un enfant gâté, et ils ont toujours raison. Donc, en tout cas, tout ça, ça a été dit dans le tribunal, et depuis on parle de puissance occupante, on parle de territoire occupé, alors qu'on ne le faisait pas. On utilisait le vocabulaire de la puissance dominante, comme toujours, c'est-à-dire qu'on parlait de puissance administrante de facto, c'est pas du tout un terme de droit. Par contre, la puissance administrante de jure, c'est toujours l'Espagne, c'est pas le Maroc. Et le Maroc, d'ailleurs, s'ils étaient une puissance administrante, ils devraient faire un rapport chaque année pour dire ce qui se passe. Ce qu'ils ne font pas, évidemment, puisque c'est une puissance occupante. Voilà, tous ces mots-là, on les utilisait pour la Palestine et Israël, mais pas pour les Sahraouis. Les Sahraouis, toujours discriminés, même comme ça. Et ça s'est très mal terminé, ce procès, puisque au bout d'un certain nombre de mois, les prisonniers ont refusé de siéger, c'est-à-dire qu'ils s'étaient sortis de leur prison tous les matins, mais ils restaient dans la cour, puisqu'ils ne voulaient plus cautionner cette mascarade. Alors, le 15 mai, les avocats sahraouis, sur la demande de leurs accusés, ont dit au procureur, enfin au président du tribunal, que donc ils se retiraient. Il était très en colère. Et à ce moment-là sont arrivées les deux avocates françaises. C'était un peu par hasard, on ne savait pas que c'était ce jour-là. Et elles demandent la parole pour dire à leur tour. Et à ce moment-là, il s'est mis dans une colère hystérique. Et Nama m'a dit après au téléphone, en fait, la colère coloniale du Maroc, contre nous, c'est retourné contre les Françaises. Des jeunes femmes de 30 ans, ça n'aurait peut-être pas été des femmes, peut-être qu'ils n'auraient pas été traitées comme ça, j'en sais rien. En tout cas, il a demandé aux gendarmes qui étaient présents, une dizaine de gendarmes, d'aller de les mettre dehors de la salle du tribunal. Donc, elles ont été sorties manu militari. Il y en a une des deux qui a eu 8 jours d'ITT, c'est-à-dire d'interruption du travail temporaire. Vous vous rendez compte, dans un tribunal. Et elles sont passées devant le responsable du barreau français de Paris, qui était là pour payer par le Maroc, en disant « Alors, chers confrères, vous ne défendez pas vos consoeurs ?» Il a tourné la tête. Donc, elles ont porté plainte après contre lui devant l'ordre des avocats, mais vous savez bien que les ordres se défendent entre eux. Hein. Donc, voilà ce qui se passe dans les tribunaux marocains. Au vu au sud, tout le monde. Eux qui voulaient faire de ce procès une vitrine, ça s'est complètement retourné contre eux. Et donc, ils ont mis des avocats d'office qui ne connaissaient pas le dossier. Et ils ont duré encore un bon moment parce que c'était en pleine révolte du Rif. Donc, c'était une période compliquée. Monsieur Macron était là, hein, en mai. Il a été invité au Ftour. Il venait juste d'être élu. Il a dit qu'il ne se passait rien au Rif. Et à la fin, ils ont traîné jusqu'au 17 juillet. Et ils les ont, parce qu'il fallait bien condamner les gens du Rif aussi très fort pour montrer que... Donc, ils ont recondamné les prisonniers aux mêmes peines, sans plus de preuves. Ils ont quand même accepté de faire des examens médicaux pour prouver ou pas qu'ils avaient subi la torture. Donc, 7 ans après. Donc, Nama a refusé de se soumettre à ça parce qu'il savait que ce ne serait pas fait selon les règles du protocole d'Istanbul. Et les autres, il y en a 13 quand même qui ont accepté. Et effectivement, ça ne s'est pas fait selon les règles, mais quand même, ça a été important. Parce que normalement, il y a des règles où il ne faut pas de gardien, il n'y a que le médecin. Le médecin doit être très compréhensif. Il ne faut pas qu'il répète 10 fois parce que déjà, raconter ses souffrances, c'est le syndrome de Stockholm. Hein. On ne raconte pas les humiliations qu'on a reçues. Et là, ça s'est très mal passé. La médecin était odieuse, les gardiens étaient présents. Enfin bref. À la fin, ils ont sorti le résultat des analyses médicales pour dire que toutes les traces qu'ils avaient vues, ce n'étaient pas des faits de torture. Et les traces, c'est quoi? C'est des brûlures de cigarettes, c'est des tas de tortures. Je ne raconte pas, tout le monde sait, hélas, ce que c'est que les tortures. Et donc, on a fait faire des contre-expertises par des médecins légistes spécialistes du protocole de Stockholm,
d'Istanbul, avec des médecins espagnols et une médecin suédoise, qui ont lu le rapport de la médecin marocaine. Donc, ils sont appuyés sur les descriptifs. Et évidemment, ils ont conclu que ces traces sur les corps des prisonniers ne pouvaient être le fait que de torture, qui se voit quand même 7 ans après, y compris la sodomie, puisqu'il y en a un qui est incontinent quand même, depuis ce qu'il a subi. Alors voilà, donc au moins, en acceptant de faire les analyses médicales, on a des preuves supplémentaires. Mais, alors, quand les avocates sont rentrées, elles ont fait elles ont fait un gros document pour montrer toutes les illégalités de ce procès. Et elles ont fait une conférence de presse au siège du MRAP avec les 20 points illégaux, quoi, que je promène partout. Mais bon, à qui les montrer? C'était déjà c'était 2017, on est en 23. Ça fait 5 ans qu'ils subissent maintenant les affres des prisons et des geôliers, parce que moi, dans ma grande naïveté, je pensais qu'après le deuxième procès, où ils étaient condamnés donc de 9 ans à perpétuité, et que la Cour de cassation a confirmé quelques mois après, ou même un an après, parce que ça prend du temps, eh bien, je pensais qu'ils allaient les laisser tranquilles. Pas du tout. C'est de pire en pire. Ils sont traités de pire en pire. Ils étaient finalement beaucoup mieux traités à la prison Saki à Rabat, quand ils faisaient partie d'un groupe politique de Gdeymizik, où on pouvait aller les voir, etc. C'est seulement après qu'on s'en rend compte. Et là, on n'a plus le droit d'aller les voir. Ils ont droit plus qu'à 15 minutes par semaine, alors que leur famille vient de l'Aïoun. Il faut faire 2000 kilomètres. Et quand on est donc il faut payer le voyage. Ensuite, il faut se loger, il faut se nourrir à Rabat, ou bien là où ils sont, puisqu'ils sont dispersés dans cette prison. Il n'y a plus de groupe. Et évidemment, plus de familles viennent. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de visites. Et moi, quant à moi, je suis interdite de visite depuis 2016 et j'ai plus le droit d'y aller. J'ai été expulsée 5 fois. Et donc, on n'a plus le droit qu'à 5 minutes de téléphone 2 fois par semaine. C'est pas beaucoup quand on a déjà perdu le contact depuis 13 ans. Eh bien, voilà, c'est là où on voit que, comme pour le processus d'autodétermination qui a été stoppé, on voit la complicité de puissances occidentales, et en particulier de celles qui siègent au Conseil de sécurité. Et le pays de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen se comporte comme pas à la hauteur, en tout cas, de son histoire. Donc, de son histoire, de quelques parties de son histoire, parce qu'il y a des moments de son histoire, comme vous le savez bien, qui ne sont pas en notre honneur. Donc, effectivement, ces procès sont complètement iniques, et cette condamnation est aussi inique. Donc, quant à mon cas particulier, j'ai essayé d'y aller. Donc, j'ai essayé d'y aller 2 fois pendant le procès. 2 fois, j'ai été expulsée, y compris la fois où j'étais avec les avocats. Les avocats sont passés par moi. Et donc, en avril 2018, j'ai décidé d'y retourner. Mais cette fois, avec le responsable du Polisario et avec la présidente des Amis de la Raste, on a décidé, donc tout à fait en secret, que si j'étais expulsée encore une fois, je me déclarais en grève de la faim illimitée. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai été expulsée. Donc, à mon arrivée à Orly, il y avait toute une délégation de gens qui m'attendaient. Et d'ailleurs, ça s'est fait à la télévision algérienne, parce qu'on n'a pas les honneurs d'avoir la télévision française, où j'ai dit qu'à partir du 17 avril, je crois, c'était le jour d'ailleurs du prisonnier, la journée internationale du prisonnier politique, c'est un peu le hasard là, j'ai déclaré que j'entrais en grève de la faim illimitée. Et que j'étais accueillie à la mairie d'Ivry, parce que la grève de la faim, il faut quand même la mettre, si elle n'est pas visible, ce n'est pas la peine de le faire. C'est bien le problème des grèves de la faim faites par les prisonniers. Quand ils entament une grève de la faim, on les met au cachot. Et après, on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Et donc, ça a duré quand même pendant 30 jours, cette affaire-là. Et c'était un moment très intéressant et très important, parce que j'ai eu énormément de visites des citoyens d'Ivry, mais aussi les Algériens qui sont venus du CNAPS, et puis d'Espagne, et puis d'Italie, et puis partout. Et du coup, ça a fait drôlement connaître la cause sahraoui, y compris à Ivry, parce qu'il y avait un grand panneau devant la mairie d'Ivry, puis les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe là?
pourquoi, qui c'est cette femme? Bon, moi, il y a 65 000 habitants à Ivry. Et donc, vraiment, ça a défilé, j'ai eu énormément de visites. Et puis finalement, même le directeur Maghreb au MAE, au ministère des Affaires étrangères, est venu 2 fois, bien embêté, avec aussi l'ambassadeur pour les droits de l'homme. Bien embêté, on se connaissait d'avant, mais puisqu'ils n'ont jamais réussi à négocier avec l'ambassadeur du Maroc en France, qui n'avait rien, qui prenait ses ordres du ministère de l'Intérieur, et ils n'avaient rien à faire. Donc ça commençait à devenir un peu compliqué. On a écrit une lettre ouverte à M. Macron. Il a répondu en disant qu'il confiait le dossier à M. Le Drian, M. Drian qui n'en pouvait mais. Et finalement, il faut savoir en sortir du grève de la faim. Et bon, moi j'avais aussi la pression de mes parents. Mon père devenait hystérique et disait oui, j'ai déjà perdu 2 filles, tu vas pas, voilà. Bon, il y a toute cette pression-là aussi qu'il faut gérer. Et donc à la fin, et puis en plus c'était une période où il y avait 15 jours de congé à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait plein de jours de congé, le 8 mai, tout ça, 1er mai. Et finalement, le groupe communiste à l'Assemblée nationale a donné son droit de parole du mardi à M. Lecoq. Et donc, c'est Jean-Paul Lecoq qui a dit à M. Le Drian qu'on faisait toute confiance au gouvernement français pour régler la situation et que donc Mme Mangin acceptait de stopper sa grève de la faim. Donc comme ça, je sortais de la grève de la faim avec tous les honneurs sans complètement me bousiller quand même. Et seulement, ils n'ont pas réussi à... Moi, je savais qu'ils n'y arriveraient pas, mais bon. Fallait montrer quand même qu'on pouvait faire confiance à son gouvernement. Et c'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de bonne foi, puisqu'on a fait une conférence de presse pour expliquer tout ça. Et puis après, rien. Et même le 12 novembre, vous savez, en France, au moment du 11 novembre, M. Macron organise une journée de la paix à l'occasion du 11 novembre. Et d'ailleurs, cette année-là, M. le roi du Maroc, il s'est endormi, là. Vous savez, il y a eu cette photo... Et donc, j'étais partie en vacances, parce que j'étais toujours prof quand même. Et puis, ah non, j'étais plus prof, mais j'étais fatiguée après cette grève de la faim. J'étais à la retraite. Je me suis entrée à la retraite, donc juste à l'issue de la grève de la faim. Et donc, je suis revenue de Bretagne exprès en me disant, ça y est, je suis convoquée, on m'annonce une bonne nouvelle. Pas du tout. Ils étaient tout penauds en disant qu'ils n'avaient rien obtenu. Là, je me suis mise en colère dans ce bureau, en disant, mais écoutez, pourquoi vous m'avez fait venir alors? Vous voyez comment c'est dur pour nos diplomates quand même? La pression qu'ils subissent. Et le petit jeune qui était là, le rapporteur, il m'a dit, vous savez, on est bien embêtés. Ben, j'ai répondu, c'est pas comme moi. Donc voilà, 11 novembre, toujours rien. Alors on m'a reproché que j'avais fait des déclarations à la télé, à la radio, à la Deutsche Welle. J'ai dit, écoutez, vous n'allez pas m'empêcher de parler en France et en Europe. Qu'on m'empêche de parler au Maroc, d'accord, mais je suis citoyenne quand même. Vous voyez jusqu'où ça va? Il faudrait que je me taise. Ben non, je me tairai jamais. Tant que j'aurai pas vu Nama, je me tairai pas. Et voilà, et finalement, c'est le 26 décembre de l'année que j'ai reçu un coup de fil du MAE qui disait, ça y est, vous partez en janvier sous l'égide du Conseil national des droits de l'homme. Mes parents en ont pleuré. C'était, voilà. Et donc là, en fait, j'ai donc dû appeler le responsable du CNDH, écrire une lettre à la présidente du CNDH pour demander l'autorisation d'aller dans la prison. Et le 14-15 janvier 2019, j'ai pu aller au Maroc. Et donc, j'ai été maltraitée, j'ai été poursuivie par tous les sbires du régime. J'ai été dénoncée auprès du ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Et en fait, mais par contre, en prison, ça s'est bien passé. Le directeur de la prison a été correct. On s'est vu 2 fois 1 heure. J'ai pu apporter tous les livres que je voulais, comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais refusé un livre. Par contre, quand je les envoie par la poste, ils ne les prennent pas. Donc voilà, c'est la dernière fois où j'ai vu Nama. Donc ça fait déjà 4 ans. Et donc, comme j'ai été maltraitée dans les journaux, 360.ma, etc., j'avais bien compris que ce n'était pas normalisé. Donc, j'ai fait un nouvel essai en juillet 2019. Et effectivement, j'ai été expulsée immédiatement. Et puis, depuis, je n'ai pas réessayé. D'abord, il y a eu le confinement, d'ailleurs. Il y a eu quand on a fait le Parti communiste a laissé Jean-Paul Lecoq organiser, dans le cadre de la semaine du contrôle
du gouvernement, de l'exécutif par le Parlement, sur la question l'application du droit international par la France dans le cas du Sahara occidental. Donc, là, on a le droit de parler devant les députés. Alors, c'est tout retransmis, parce qu'on n'a pas le droit en tant que citoyen d'entrer dans la salle du Parlement, mais c'est retranscrit, et puis le ministre est obligé de répondre. Et donc, on était 3 à participer. C'était la première fois de l'histoire. Donc, il y avait Oubi Bouchraya du Polisario, qui parlait donc du Conseil de sécurité et de tout le processus, moi pour les droits de l'homme, et Maître Gilles Devers pour la question du pillage des ressources naturelles et du recours devant le tribunal de la Cour européenne de justice. Donc on avait 4 minutes chacun. Donc c'est la première fois que je fais cet exercice. Finalement, on peut en dire beaucoup en 4 minutes. Ça oblige à bien travailler. Et donc, pour la première fois, au Parlement français, on a parlé de ça en toute clarté. Et évidemment, M. Le Drian ne s'est pas déplacé parce que je pense qu'il aurait fâché Marzen, ou Marzen se serait fâché avec lui. Donc il a envoyé un sous-ministre qui a été lamentable. C'était vraiment la langue de bois. Et pour mon cas, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit oui, elle n'a pas pu y aller parce qu'à cause du confinement. Depuis 2016, je suis interdite de séjour. Le confinement, vous voyez, donc, ils n'ont rien à dire, quoi. Donc, on en est là, hein. Février 2023, et donc ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mon mari, que je n'ai pas vu grandir mes neveux et nièces, etc., etc. C'est évident. Nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le dénonce. D'ailleurs, on vient de sortir un numéro spécial de notre revue Sahara Info, qui est prépublié le jour du vote des fameuses résolutions du Parlement européen le 19 décembre, pour dénoncer justement toutes les entraves à notre travail en France. Parce que M. Macron, il répond que je ne peux pas y aller parce que le Maroc est souverain. Il prend qui il veut sur son territoire. OK. Seulement, moi, je vois que le Maroc, il est souverain en France et qui m'empêche de parler en France et qui l'empêche de faire notre travail de militant. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un numéro spécial qui dénonce tous les cas. Et je vous assure, bon. Et tout ce qu'on dit depuis 20 ans, tout ce qu'on répète depuis 20 ans, c'est prouvé grâce au Maroc-Gate. Et donc, on est dans une période absolument exaltante pour moi et pour nous tous, y compris pour les Sahraouis, parce qu'on se dit, ça y est. Jusque-là, on disait, oh, mais toi, c'est Claude Mangin, tu es payé par l'Algérie, cette entité, nana, enfin, vous connaissez tout le vocabulaire, et puis on te connaît, tu es militante, voilà. Et puis tous les gens, même mes amis, ils avaient l'air de dire que je mentais un peu, quoi, que j'exagérais. Et là, tout est écrit, qu'on n'exagérait pas du tout, au contraire. Hein, les valises de billets de nos valeureux députés européens, là, ça fait un peu désordre, hein, dans une démocratie. Parce qu'on appelle ça Maroc-Gate, on devrait appeler ça Europe-Gate. Parce que c'est bien les députés européens qui ont été corrompus. Il n'y a pas de corruption sans corrompus. Hein. Les corrupteurs, s'ils n'ont personne à corrompre, ça ne marche pas. Hélas. Donc, c'est vrai que le Maroc est le premier, peut-être, corrupteur mondial. Depuis des années, ils dilapident l'argent des Marocains pour acheter tout le monde. Et puis, pour pas seulement les acheter, mais aussi pour les piéger, en les prenant en vidéo dans des postures délicates, etc. Donc après, effectivement, tous ces députés, ils n'osent plus parler. On leur a empêché de... Voilà. Et il y en a beaucoup au Parlement français. Donc là, je vois qu'hier a sorti dans l'Humanité un article spécial qui s'appelle « Sous les ors du Sénat, les amitiés marocaines de M. Cambon », le sénateur Cambon, qui est donc depuis plusieurs dizaines d'années président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat. Et bien voilà, maintenant ça paraît dans un journal français. Et si Rosa Moussaoui l'a fait, elle a pris toutes les précautions juridiques pour dire des choses. Et je rappelle que tous les livres qui sont sortis de Jean-Pierre Tucois, de Paris-Marrakech, un réseau de mafieux, en 2012, le livre d'Omar Bouski, il n'y a jamais eu un procès en diffamation de la part des personnes incriminées avec tous les noms. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, la justice qui va faire quelque chose ? Je ne sais pas bien. Là, je ne connais pas bien le processus juridique qui peut se mettre en place. Mais bon, j'ai vu que pour le Maroc-Gate, ce sont les services secrets français et les services secrets belges qui, pendant un an, ont avancé dans leur enquête jusqu'à les prendre en flagrant délit, d'avoir chez eux des valises de billets.
Alors, je ne dis pas que c'est une corruption de ce type pour les parlementaires français, mais quand on va en voyage à Darla pour la rencontre Crans-Montana, qu'on est logé dans les yachts, et puis qu'on déclare, comme Madame Guigou ou Monsieur Sarkozy, qu'on déclare que le Sahara est marocain, c'est qu'ils ont été payés pour le faire. Et puis quand nous, on a attaqué, quand on a porté plainte contre Monsieur Hamouchi en France, responsable de la DST de torture sur Nama et sur les 2 autres franco-marocains, et que à la fin, donc le Maroc décrète de couper toutes les relations juridiques entre nos 2 pays pendant 1 an, quand on sait qu'il y a 1000 actes par jour entre les 2 pays, parce qu'il y a beaucoup de franco-marocains, etc., etc., et que donc plus personne n'avait le droit d'aller au Maroc. C'est quand même gênant pour nos députés qui aiment bien aller passer leur week-end là-bas. Et qu'est-ce qu'a fait Madame Guigou, ministre de l'Éducation, ministre socialiste du gouvernement français, de la Justice? Elle a changé la convention judiciaire contre l'avis même du Haut Conseil des droits de l'homme français. Et dans cette convention, qu'est-ce qu'il était dit? Qu'avant de porter plainte contre un citoyen marocain, en France, il fallait déjà aller là-bas. Alors, donc, c'est sûr que si on dépose plainte au Maroc, ça risque pas d'arriver. Et en fait, c'est pas vrai tout ça. C'est-à-dire qu'on peut quand même, c'est ce que m'a dit mon avocat la semaine dernière, il y a pas longtemps, là, Joseph Vriam, du cabinet Ancil. Il m'a dit, en fait, on peut tout à fait porter plainte là-bas. Il y a moyen de se servir du droit. Bon, on sait bien que le droit, il y a des jurisprudences à établir, etc., etc. Donc voilà, c'est ça les relations entre la France et le Maroc. Bien, en tout cas, nous, donc, pour revenir au début de notre entretien, je rentre de Tindouf. Nous avons des entretiens avec tous les ministres, en particulier avec le ministre conseiller auprès de la présidence, Bachir Moustapha Sayed, bien connu, fondateur du Front Polisario, avec son frère El Wali, le martyr. Tout le monde dit qu'on est effectivement dans une période extrêmement favorable et que, du coup, ça nous ouvre des perspectives, enfin. Alors, je sais bien que le peuple sahraoui est extrêmement résilient, mais quand même, quand de temps en temps, on a des choses positives comme ça fait du bien, quoi. Donc, effectivement, moi, je demande qu'à voir. Hein. C'est le 19 janvier que les choses ont été actées auprès du Parlement européen. C'est sûr que la Commission européenne va se protéger. Et puis, vous savez bien ce qui se passe en Espagne, etc. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais déjà, l'article de Rosa Moussaoui sur M. Cambon, ça n'avait jamais été fait jusque-là. Donc je pense que c'est un fil qu'on va tirer, puis on va voir où il va nous mener. Il va sûrement nous mener dans des comment dire, des basses œuvres de nos députés. On ne va pas être très fiers, quoi, parce qu'ils sont nombreux à avoir fait la corruption active ou passive, ou de la complicité, ou de l'ignorance. Et parfois, l'ignorance, c'est pire que tout. Voilà, parce que moi, je veux bien que ces députés se fassent piger, mais bon. Quand on va au Maroc, quand on est invité à l'Ayoun, qu'on est membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et qu'on est membre d'un parti qui travaille bien pour l'autodétermination du Sahraoui, on se renseigne. Si on ne se renseigne pas, vous voyez. Donc, voilà, moi j'aimerais bien que ces messieurs-dames, ils s'expliquent un peu. Parce qu'il y en a aussi qui refusent d'aller au Maroc. Il y en a aussi, bien sûr, ils ne sont pas tous corrompus. Et puis quand Mme Aubry dit au Parlement européen, reconnaît ce qu'elle a reconnu, on l'a entendu, bon, ça veut dire quand même quand jamais aucune motion n'arrivait au niveau du Parlement, ça restait toujours bloqué au niveau des commissions. C'est quand même un peu curieux, que même Israël était condamné par l'Union européenne et pas le Maroc. C'est quand même, donc s'ils ne se sont pas posés des questions, c'est pas possible. Donc Madame Aubry, elle dit aussi aujourd'hui, de manière très politique, si on ne fait pas le ménage, on ne sera pas réélu aux élections de l'année prochaine. Tout ça est très politicien, mais si ça sert à la cause sahraoui, tant mieux. Alors effectivement, d'après nos avocats du Polisario, là, Maître Devers, ça va se terminer là. Fin 2023, au plus tard, la Cour européenne de justice va établir la décision finale. Parce que tout ça a été donc en 2016, confirmé en 2017, etc. Et la Commission, c'est-à-dire le représentant des États, français,
espagnols, allemands, etc., ont fait un recours contre leurs propres règles de la Cour de justice européenne. Heureusement, la Cour de justice européenne, d'après Maître Devers, c'est la meilleure juridiction au monde. Et donc, une fois qu'ils auront statué, c'est exécutoire. Les États doivent l'exécuter. Et donc, on va y arriver. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est la nerf de la guerre. C'est-à-dire que le Maroc ne pourra plus continuer le pillage parce qu'il n'en aura plus les moyens. Et si il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, des grands dignitaires, ça ne va plus être possible. Donc, effectivement, c'est une année charnière là aussi. Puis, je voudrais revenir sur le fait que c'est quand même l'argent des contribuables européens qui a servi à construire le mur de la honte. C'est l'argent du contribuable marocain qui a servi à former l'armée, enfin, les forces auxiliaires marocaines et les Français en particulier, les conseillers de formation militaire et dans la gendarmerie. Moi, en 2005, j'ai vu arriver des dizaines de voitures de police fraises qui arrivaient de France. Il y a marqué police dessus, comme chez nous, les mêmes voitures. C'est notre argent. C'est notre argent qui tue les Sahraouis là-bas. Donc, à un moment donné, nous, les citoyens, dans une démocratie, on est quand même en droit de demander des comptes. Et maintenant, on va pouvoir les demander quand même, parce que maintenant, notre parole est prise au sérieux. J'ai été interviewée la semaine dernière par le journal Marianne. Ça n'avait été jamais le cas. Parce que Claude Nanjat représente ces bédouins du désert, là, dont on n'en a rien à faire. Parce qu'un pays colonisateur, son but, c'est d'invisibiliser un peuple. Il n'y a pas de peuple, donc on peut coloniser, on sait bien. Terra nullius. En général, il y a toujours un peuple. Hein. Moi, je dis toujours, à chaque fois que je quitte l'Aïoun, enfin, la RASD, rendez-vous l'année prochaine à l'Aïoun, mais ça va arriver. Si ce n'est pas notre génération, ça sera les suivants. Les Sahraouis ne lâcheront jamais. C'est leur identité, c'est leur terre. Ils le doivent à leurs parents et à leurs enfants. Ça fait 48 ans qu'ils montrent leur résilience, leur résistance dans un endroit absolument invivable. Et ils sont là. Si ça avait été comme ce que dit le Maroc, c'est-à-dire que c'est une création de l'Algérie, ils se seraient fondus chez les Algériens ou chez les Marocains, et il n'y aurait pas de Sahraouis. Ils sont toujours là. Alors, qu'on leur laisse choisir leur État, leur pays, qu'on leur dise s'ils veulent être intégrés au Maroc ou s'ils veulent être un État. On ne leur laisse pas faire, on ne leur donne pas la parole. Pourquoi ? Parce que le Maroc a peur de la réponse du référendum. Et aujourd'hui, l'envoyé spécial des Nations Unies n'a pas le droit d'aller au Sahara occidental. Il a déjà fait 2 tournées sans pouvoir passer par l'Aïoun. Et là, il prépare une 3e tournée là en avril, je crois. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé, parce que le Conseil de sécurité est toujours le même.